John a senti un tremblement sous lui, suivi d'un craquement rapide de branches. Elle descendit, bas, comme une main qui le cherchait. Il a crié, son corps sursautant, mais l'arbre fut plus rapide. Il lui a donné un coup en roulant sa longue et épaisse vrille autour de son cou, forçant sa bouche à s'ouvrir d'un claquement brutal. Il a riposté, ses dents grincèrent, essayant de crier, mais l'arbre n'était pas intéressé par sa défiance. Avec une précision lente et délibérée, il mit quelque chose dans sa bouche. Une graine, sa surface lisse, glissante et froide contre sa langue. John a essayé de la cracher, son souffle venant par saccades, mais l'arbre a utilisé un tendril aigu pour coudre sa bouche, le forçant à avaler. Il a hurlé intérieurement, son corps se débattant mais sa mâchoire restait prisonnière. L'arbre avait une emprise ferme et inébranlable. Les heures s'éternisaient en haut. John était submergé par la confusion, la colère et la peur. Les arbres attendèrent, et finalement, lorsque le jour s'estompa dans l'obscurité, John avala la graine. Il a perdu. L'Amazonie n'était pas juste un endroit. C'était une présence lourde et inflexible qui s'imposait comme une entité vivante et respirante. Des arbres imposants se dressaient, leurs anciennes canopées projetant des ombres telles des sentinelles vigilantes. Dans l'air dense et humide, des murmures flottaient comme des chants d'oiseaux, impossible de dire s'ils provenaient de la forêt d'elle-même ou de quelque chose qui se cachait à l'intérieur. Mais John Pereira n'en croyait pas les rumeurs. John avait bâti son empire en abattant les arbres les plus grands et les plus anciens de la région. Il ne croyait pas aux malédictions. Et pourtant, il était là, entouré d'elles. Ses travailleurs avaient démissionné en masse. Tous, après seulement un jour, la raison ? La forêt maudite. Les arbres ripostaient, selon eux. C'était ridicule. Un magnate du bois ne pouvait pas se permettre d'être sentimental envers quelques ouvriers effrayés. Mais le fait qu'il ne pouvait pas garder une équipe commençait à faire des vagues. Encore un parti ? John a demandé à son contremaître qui tenait une liste des ouvriers ayant quitté le travail. « Oui, monsieur, l'équipe 13, partie avant midi. Ils sont simplement partis, aucune explication. » John a poussé un soupir de frustration, se pinçant l'arête du nez. Cela devenait une habitude. Équipe après équipe, démissionnant sans dire un mot, leurs outils abandonnés au bord de la route. Les rumeurs absurdes se propageaient très rapidement. John ne se souciait pas des superstitions. Il dirigeait un empire du bois par piété. On n'atteint pas les sommets en croyant aux fantômes. On y arrive en abattant des arbres, en faisant avancer le monde. Il l'a attribué à la paresse, à des hommes faibles qui ne voulaient pas travailler. Mais il avait encore un problème à résoudre. Ses équipes étaient reparties et le projet était au point mort. Il pouvait sentir le poids de son empire peser sur lui. Les murmures se transformaient en cris et ils parvenaient aux oreilles des mauvaises personnes. Il a donc pris une décision. « Assez de ça, murmura-t-il. J'irai là-bas moi-même. » Il dirigera la prochaine équipe lui-même. Il leur prouverait définitivement qu'il n'y avait rien à redouter. Et il l'a fait. Il a rassemblé une nouvelle équipe triée sur le volet, déterminée à aller jusqu'au bout. Personne ne partait. Il leur prouverait l'absence de malédiction et de force surnaturelle, seulement du labeur. Juste un terrain qui avait besoin d'être défriché. Le trajet était long. Les routes étaient rudes, criblées d'ornières et de boue profonde. Alors qu'ils s'enfoncèrent dans la forêt, les arbres envahissaient de la route, leur canopée dense ombrageant le camion. John observa son équipe dans le rétroviseur. Des regards nerveux s'échangèrent, mais le silence régna. Ils étaient habitués à son tempérament maintenant. Quand John parlait, c'était comme un ordre. Le silence était épais, le genre qui s'installe dans un espace où personne n'ose défier l'autorité dans l'air. Soudain, le camion a bondi. Les pneus ont heurté un nid de poule profond caché par la boue épaisse et le véhicule a soudainement freiné brusquement. Les roues tournaient inutilement, s'enfonçant de plus en plus dans la boue à chaque tentative infructueuse d'avancer. L'atmosphère dans la cabine était tendue, les hommes retenaient leur souffle, mais personne n'osait parler. John a frappé du poing sur le volant en maudissant fortement. Il a réessayé le gaz, mais le camion n'a pas voulu démarrer. Son visage rougit de frustration et il grognait sous son souffle, tirant le levier de vitesse d'avant en arrière dans une tentative futile pour faire bouger le camion. Les pneus du camion tournaient, projetant de la boue, mais ils s'enfonçaient de plus en plus. John serrait le volant avec force, blanchissant les jointures, puis se tourna vers le contremaître à ses côtés. Sors et cède, il a claqué, sa voix dure.
Le contremaître a hésité. Il était clairement nerveux, mais il a obéi, ouvrant la porte avec un gémissement doux. En sortant dans la boue, il a regardé le reste de l'équipe qui était sortie de l'arrière du camion, leurs yeux s'attardant sur la fosse épaisse et boueuse qui les avait piégés. « Sortez ce camion où nous marchons », grogna John, les dents serrées. Le contremaître s'est avancé vers l'avant du camion, inspectant les pneus en marmonnant. C'est définitivement de la boue, les pneus y sont bien enfoncés. John n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur la route devant lui, la jungle épaisse et verte se pressant comme un mur. Il était frustré, mais il le dissimulait. Crache le morceau, il a claqué. Mais le contremaître ne libérait pas le camion. Malgré les efforts sur le volant et l'accélération, la voiture restait prisonnière de la boue aspirante. Puis, quelque chose d'autre s'est produit. Un léger bruit de froissement est venu de sous le camion, trop doux pour être remarqué au début. Mais ce n'était pas seulement le vent. C'était autre chose. Quelque chose de vivant. L'un des hommes l'a remarqué en premier, les yeux écarquillés de stupeur. « Regardez !» cria-t-il en pointant sous le camion. « Là-bas, ça bouge. » John s'est tourné brusquement, regardant dans la direction indiquée par le travailleur. C'était difficile à voir au début, mais une fois ses yeux ajustés, il l'a vu. Un long tentacule vert rampait lentement dessous le camion, s'enroulant vers le haut comme une sorte de serpent. Le tentacule s'étirait vers le dessous du véhicule avec une précision déconcertante. « Qu'est-ce que c'est ?» bredouilla le travailleur d'une voix tremblante. « C'est juste une vigne, » dit John avec dédain, mais les poils sur sa nuque étaient redressés. Plus il regardait, moins il était sûr. Ce n'était pas une vigne ordinaire. Cette chose, elle bougeait, s'étendait comme si elle avait une volonté propre. L'ouvrier qui l'avait aperçu le premier s'est remis à crier, sa voix frénétique, mais cette fois dans une langue inconnue de John. C'était une langue gutturale, étrange, pleine de clics aigus et de grondements sourds. La panique remplissait les yeux de l'ouvrier alors qu'il reculait, son corps raide de peur. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda John, les yeux plissés. Le contremaître a échangé un regard avec les autres hommes, qui semblaient mal à l'aise. Il a avalé difficilement avant de répondre, sa voix à peine audible. Il dit que c'est la forêt. Il dit « Quelque chose vient pour nous ». Le visage de John s'est durci, la colère l'inondant. Il déraille complètement. Ce camion n'a rien, à part un peu de boue. Mais même en parlant, il sentait que quelque chose clochait. La vrille rampait toujours vers le camion. On aurait dit qu'elle les observait presque. L'ouvrier, qui avait hurlé de panique, était maintenant figé, son regard verrouillé sur la vrille rampante. Il se tourna vers John, son visage pâle, puis, sans prévenir, il courut aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, hurlant de manière incohérente alors qu'il disparaissait dans les sous-bois. « Arrêtez-le !» a crié le contremaître, mais trop tard. L'homme avait déjà disparu dans l'épaisse jungle. John est resté là pendant un long moment, le regardant, mais son attention était rapidement revenue sur le camion. Le moteur a de nouveau toussé, le camion n'allait nulle part. « Nous devons vérifier le moteur », a dit John d'une voix tendue. Les hommes se sont déplacés rapidement, ouvrant le capot du camion, chacun d'eux reculant avec des hoquets de choc et d'horreur. Le moteur entier était recouvert d'une masse de vrille verte. Les vignes s'enroulaient autour des pièces métalliques, se tordant et se faufilant dans chaque interstice disponible comme une infestation grotesque. John s'est penché plus près, ses lèvres pressées de détermination. Il peinait à comprendre le sens de tout cela, l'esprit confus. « C'est une vigne, juste une stupide vigne », marmonna-t-il. Mais même en parlant, le malaise le rongeait. John a claqué le capot. « On marche, dit-il, sa voix dure comme la pierre, on ne fait pas demi-tour. » Les hommes hésitaient, mais quand John parlait comme ça, il n'y avait pas de choix. Ils ont saisi leur équipement et ont commencé à suivre, un pas à la fois, plus profondément dans la forêt. La jungle avait déjà commencé à les engloutir, mais l'obstiné John refusait de céder davantage. « Allez, on y va » aboya-t-il, se dirigeant vers le sentier devant. Alors qu'ils traversèrent la jungle dense, l'atmosphère changea. Les arbres semblèrent se dresser plus haut, plus sombres, les pressant comme si la forêt les poussait plus profondément dans son cœur. La route, autrefois un chemin clair, était maintenant à peine discernable, engloutie par la végétation. L'air devenait lourd, les bruits de la jungle faibles, comme si tout retenait son souffle. John serrait les dents, avançant, mais le poids oppressant de la forêt devenait de plus en plus difficile à ignorer. Il a tenté d'effacer cette pensée de son esprit.
C'est juste la chaleur et l'humidité, murmura-t-il. Puis, c'est arrivé. Le premier homme a reculé, ses pas vacillants. Il a agité la main devant son visage, comme pour chasser des mouches. « As-tu entendu ça » a-t-il demandé d'une voix paniquée. John s'est tourné, les muscles de son cou se crispant d'agacement. « Bouge-toi » Mais l'homme n'a pas écouté. Ses yeux étaient écarquillés, son teint livide. Il jeta un dernier regard sur la route derrière eux et courut droit dans l'épaisseur de la jungle disparaissant dans le feuillage. John s'arrêta net, stupéfait. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Avant qu'il puisse le comprendre, un autre homme se mit à courir dans la direction opposée, puis un autre. « Reviens ici » a crié John, mais c'était inutile. Un par un, ces hommes se dispersèrent, disparaissant dans le sous-bois dense. Il a essayé de les rappeler, mais la jungle a englouti leur voix, le seul bruit maintenant étant le rythme de sa propre respiration lourde. Le dernier homme, les yeux écarquillés de terreur, a dépassé John, marmonnant de manière incohérente à propos d'un grondement de quelque chose dans les arbres. John secoua la tête, tentant de rire de la situation. « Tu n'as rien entendu ? Ressaisis-toi » dit-il d'une voix peu convaincante. Et puis, il n'y avait plus rien. John se tenait en silence, fixant le chemin abandonné. Ces hommes étaient partis. L'air était immobile, suffocant. Le poids de la forêt, la chaleur, le silence oppressant, tout se refermait. Mais il n'était pas sur le point de faire demi-tour. Il n'allait pas laisser cette forêt, où les hommes qui couraient gagnaient. Avec un grognement, il a repris sa marche solitaire. La colère de John s'intensifiait à chaque pas dans la jungle, renforçant sa détermination. Cette forêt, cette jungle, n'allait pas gagner. Aucune quantité de superstition ou de lâcheté n'allait l'arrêter. Il avait bâti son empire sur la persévérance, en accomplissant ce que les autres jugeaient impossible. Têtu n'était pas un mot, c'était un mode de vie. On ne devient pas un magnate en acceptant un non comme réponse, et il n'allait pas commencer maintenant. La route devenait de plus en plus difficile à naviguer, les arbres se rapprochant, jusqu'à ce que le chemin ne soit plus qu'une trace. Chaque respiration donnait l'impression qu'il avalait du brouillard, puis les bruits de la jungle commencèrent à se fondre dans un silence lourd. Ses bottes, Ono, s'enfonçaient dans la terre molle, chaque pas s'enfonçant de plus en plus dans la boue, comme si la forêt essayait de le revendiquer, de l'entraîner sous elle. Il s'en fichait, il était déterminé. Et puis, juste au moment où il atteignait la fin de la clairière, les arbres semblaient bouger. Des racines jaillissèrent du sol comme des serpents géants, s'enroulant autour de ses jambes. Il tenta de se libérer, mais les branches et les lianes s'enroulèrent rapidement autour de son corps avec une vitesse surnaturelle. Elles s'enroulaient autour de sa poitrine, de ses bras, le tirant vers le sol comme un énorme point de bois. John a eu le souffle coupé lorsque les lianes se sont resserrées, le forçant à s'agenouiller. Son pouls battait dans ses oreilles et la panique griffait sa poitrine. Il a lutté contre les lianes, donnant des coups de pied et se débattant, mais les arbres tenaient bon. Il ne pouvait pas bouger. Et puis, ça a commencé. Ce n'était pas une voix. Non, c'était bien pire. C'était une vibration qu'il ressentait plus qu'il n'entendait. Cela venait de partout autour de lui, vibrant dans sa poitrine, sous sa peau. L'air lui-même semblait bourdonner. Ce n'était pas comme tout ce qu'il avait déjà vécu. Ce n'était pas des mots, pas dans une langue qu'il connaissait, mais il l'a ressenti. Il l'a compris. Les arbres lui parlaient, ou plutôt, ils essayaient. Arrête. Arrête de nous abattre. Ce n'était ni un ordre, ni une supplication. C'était simplement un fait, une vérité indéniable qui remplissait chaque coin de son corps. Le bourdonnement résonnait, non pas dans ses tympans, mais à l'intérieur même de ses os, à l'intérieur de ses pensées, comme une ondulation à travers l'eau. La sensation rampait dans son esprit, chuchotant directement dans les parties les plus profondes de lui. John, les yeux écarquillés et le pouls s'accélérant, secoua la tête, incrédule. « C'est de la folie » murmura-t-il, sa voix étranglée. Une partie de lui était toujours convaincue qu'il avait inhalé une sorte de vapeur de champignons toxiques. Sa tête tournait. Était-il devenu fou ou était-ce une hallucination ? Mais non, cela semblait trop réel. Le poids des vignes, le bourdonnement des arbres, la présence qui le pressait de tous côtés. C'était réel. Et pour la première fois de sa vie, John ressentit une peur nauséabonde se faufiler dans ses veines. Il l'a combattue. « Tu veux une trêve ?» Sa voix rauque de colère, il a craché. « D'accord, nous ferons un marché. Laissez-moi continuer à couper et je laisserai certains de vous en vie. »
La moitié de la forêt, ça vous convient? Je peux rendre ça intéressant. Ses yeux se sont rétrécis. Vous pouvez toujours avoir votre espace et vos arbres. Je prendrai simplement ce dont j'ai besoin. Les arbres n'ont pas répondu. Ils n'en avaient pas besoin. Ils bourdonnaient, mais cette fois, le son était différent, plus insistant, plus fort. Et ce n'était pas un accord. C'était un rejet. Non. L'esprit de John s'emballe, son corps se débat contre l'étreinte des arbres, mais c'est inutile. Les lianes s'enfoncèrent de plus en plus dans sa peau et le bourdonnement de la forêt ne faisait que s'intensifier. Il serra les dents. Il n'allait pas abandonner. « Tu penses que je vais m'arrêter ? Je défriche le terrain, c'est ce que je fais. Le progrès ne se soucie pas d'une forêt, de quelques arbres. Les gens et toi, vous avez besoin de ça. » Il a craché à nouveau, haussant la voix. « Même si tu me tues, quelqu'un d'autre prendra ma place. Tu ne peux pas l'arrêter. » Les arbres, la forêt elle-même, semblaient trembler. Le bourdonnement est devenu un chœur, épais du poids de 1000 voix. La colère était palpable, bien qu'elle ne vienne pas des hommes. C'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus patient. La forêt ne criait pas. Elle simplement attendait, une patience implacable qui savait que le temps était de son côté. Et puis, le leader des arbres a fait son mouvement. John a senti un tremblement sous lui, suivi du craquement rapide d'une branche. Il est descendu comme une main à sa recherche. Il a crié, son corps sursautant, mais l'arbre fut plus rapide. Il lui a donné un coup en roulant sa longue et épaisse vrille autour de son cou, forçant sa bouche à s'ouvrir d'un claquement brutal. Il a riposté, ses dents grincèrent, essayant de crier, mais l'arbre n'était pas intéressé par sa défiance. Avec une précision lente et délibérée, il a mis quelque chose dans sa bouche. Une graine. Sa surface lisse, glissante et froide contre sa langue. John a essayé de la cracher, son souffle venant par saccades, mais l'arbre a utilisé un tendril aigu pour coudre sa bouche, le forçant à avaler. Non. Il a hurlé intérieurement, son corps se débattant, mais sa mâchoire restait bloquée. L'emprise de l'arbre était ferme et inébranlable. Les heures s'éternisaient. John était submergé de confusion, de colère et de peur. Les arbres attendaient. Et finalement, lorsque le jour s'est estompé dans l'obscurité, John a avalé la graine. Il a perdu. Son corps tremblait alors que l'étreinte des arbres se relâchait. Il s'est effondré au sol, la boue collant à sa peau alors qu'il haletait pour reprendre son souffle. Ses membres étaient raides, ses muscles endoloris, ses articulations peu mobiles. Il ressentait un changement inexplicable au plus profond de lui-même. Une transformation qui commençait déjà. John a trébuché, ses jambes fléchissant sous lui alors qu'il tentait de bouger, le poids de son corps devenant un fardeau insurmontable. Ses articulations criaient de douleur à chaque mouvement, envoyant des élancements aigus dans ses membres. Sa démarche était instable, comme s'il trébuchait dans la boue, mais ce n'était pas le sol sous lui qui rendait la marche si difficile. C'était son propre corps qui le trahissait. Ses genoux lui faisaient mal à chaque pas, grinçant et cliquetant de manière qui semblait anormale. Ses bras pendaient maladroitement à ses côtés, comme s'ils ne lui appartenaient plus, raides et non réactifs. Ses doigts, autrefois agiles et rapides, semblaient raides, rigides, comme si les os eux-mêmes s'étaient épaissis, devenant quelque chose d'étranger. Sa peau, luisante de sueur et de saleté, commença à se tendre sur ses membres. Il grimace, ressentant le tiraillement de son corps qui se déforme. Son dos était douloureux, sa poitrine serrée. Son corps lui résistait maintenant, bougeant contre sa volonté. Il y avait quelque chose sous sa peau, quelque chose d'épais et d'emmêlé qui tirait sur les bords de ses muscles. Cela ressemblait à... comme si des racines poussaient, se tordaient et s'étendaient, se creusant dans ses os. Chaque geste paraissait calculé et douloureux. Les articulations de ses jambes semblaient craquer et se déplacer. Et lorsqu'il regardait ses mains, il remarquait que la peau se tendait, la texture devenait plus rugueuse, presque comme de l'écorce. Sa respiration était superficielle et irrégulière, chaque inspiration ralentissant. La peau sèche et fissurée de ses jointures se fendit légèrement, révélant ce qui semblait être du bois sous la surface. La forme autrefois humaine de John Pereira était maintenant une parodie tordue de celle-ci. Chaque pas qu'il faisait, une nouvelle sorte d'agonie, comme si son corps devenait de moins en moins lui-même et de plus en plus quelque chose d'autre. Malgré tout, il a persévéré, résolu à trouver la route et à fuir ce qui avait provoqué cette folie.
Son corps se mouvait avec une lenteur extrême, tel un être n'ayant jamais su marcher. Il a essayé de se concentrer sur sa destination, la clairière, la route, mais il allait dans la mauvaise direction, loin de la sécurité de la ville, loin de la route. Mais quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de primal, quelque chose qui n'était pas là avant, le poussait en avant. Après ce qui semblait être une éternité, John est tombé sur un petit village isolé. Ses yeux balayèrent la route de terre devant lui, sa vision était floue mais suffisamment claire pour distinguer les petites maisons regroupées au loin. Mais en s'approchant, il sentait l'air se refroidir. Un groupe de villageois l'a repéré, leurs visages emplis de confusion et de peur. Ils murmuraient entre eux, les yeux écarquillés en le regardant. John sentait les regards comme des milliers d'aiguilles pénétrant sa peau. Ses articulations raides grincèrent alors qu'il s'approchait d'eux. Il le voyait pour ce qu'il était, quelque chose de mal, quelque chose de non naturel. « Toi, qu'est-ce que tu es ?» Une femme chuchota d'une voix tremblante de peur. Les autres reculèrent, l'un d'eux se précipitant dans un bâtiment proche, probablement pour récupérer quelque chose. La panique était palpable. John s'arrêta, les regardant, incapable de parler, sa bouche toujours sèche, restait ouverte, mais rien ne sortait sauf une respiration rauque. Sa gorge lui faisait mal. Il pouvait sentir le nouveau poids de son corps peser sur lui, ses racines cachées sous la terre, creusant plus profondément, le reliant à la forêt, à la terre. Un villageois d'une 50aine d'années s'est avancé, tenant un flambeau improvisé. « Reculez !» a-t-il averti d'une voix tremblante. « Nous vous brûlerons, si nous le devons. » Les yeux de John ont vacillé vers la torche, mais il n'a pas bougé. Il pouvait sentir les arbres autour de lui, le pouls de la vie sous le sol. C'était un appel, un besoin, plus urgent que tout ce qu'il avait ressenti. Ce n'était pas la faim. C'était le jumeau plus sombre de la faim, un vide rongeant, impossible à ignorer, qui se tordait en lui. Ils avaient peur de lui, mais il avait peur de lui-même. Les villageois ont fait un pas en arrière, mais John, faible et chancelant, s'est détourné d'eux. Il pouvait sentir leur regard sur lui alors qu'il retournait à la forêt. Ses mains, ses nouvelles mains tordues, tremblaient de faim, mais pas pour la nourriture telle qu'il la connaissait auparavant. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond qui l'attirait vers un cimetière. Son corps, toujours méconnaissable, avait l'impression de bouger malgré lui. Il pouvait maintenant sentir l'odeur familière, quelque chose de délicieux. Il trébucha vers lui, chaque mouvement forcé mais indéniable. Le cimetière était calme. Les sens de John, semblables à ceux d'un arbre, percevaient l'attraction de quelque chose sous terre. Quelque chose l'attendait là-bas. Il ne l'a pas remis en question. Au moment où son pied a franchi le cimetière, ses racines se sont étirées sous le sol, se poussant, s'enroulant dans le sol comme si elles y étaient depuis des siècles. Il pouvait sentir les os sous la terre, les cadavres reposant dans leur tombe. La faim en lui, maintenant comme une douleur, brûlait plus profondément. L'estomac grondait, un son guttural qui résonnait profondément dans sa poitrine. Il se pencha et avec une douleur si aiguë qu'elle était presque un plaisir, il enfonça ses racines dans le sol. Lentement, douloureusement, son corps absorbait la nourriture que la terre avait à offrir, les morts, les os. Il les sentait se briser en lui, crépitant de vie qui était maintenant à lui à consommer. Son corps grandissait, s'étirant avec douleur en absorbant l'énergie. Sa peau, ou ce qu'il en restait, devenait plus épaisse, semblable à de l'écorce et tendue sur ses membres. Il pouvait se sentir s'agrandir, son corps fusionnant avec la terre de manière qui défiait la logique. Une vieille femme qui venait tous les jours au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de son mari s'arrêta net en remarquant quelque chose d'étrange. Ses yeux s'élargirent d'horreur lorsqu'elle vit John, ou ce qu'il en restait. Il était devenu quelque chose de méconnaissable, une forme monstrueuse, tordue en une parodie de la vie. Elle entendit aussi les sons, les faibles gémissements pitoyables qui s'échappaient de lui, profonds et mélancoliques, comme le gémissement d'un arbre mourant. Elle trébucha en arrière, mais le mal était fait. Ses murmures atteignirent à la ville, portant l'étrange et terrifiante histoire des choses qu'elle avait vues. Les rumeurs ont commencé à circuler, les murmures se sont amplifiés, et les histoires des ouvriers qui avaient fui des mois auparavant, maintenant liées à son témoignage, ont atteint les oreilles de ceux qui ne pouvaient de plus l'ignorer. La Fondation a pris note.
SCP-SEPT464 est une entité humanoïde immobile qui pousse actuellement dans un cimetière abandonné près de São Antonio, Brésil. En janvier 1988, des tests acides désoxyribonucléiques ont confirmé que SCP-464 était autrefois John Pereira, un magnate brésilien-américain du bois qui a disparu alors qu'il inspectait des terres pour des fins d'exploitation forestière dans l'Amazonie en 1964. SCP-464 a la forme et la fonction d'un arbre, mais possède également des caractéristiques humaines, ce qui en fait une anomalie très inhabituelle. Bien qu'il soit classé comme sûr, il nécessite une surveillance constante en raison de sa physiologie bizarre et de sa croissance continue. Un périmètre de 2 km a été dégagé autour de SCP-1464, avec la clôture en chêne maintenant une limite stricte. Des inspections ont lieu tous les 2 ans pour garantir l'intégrité de la clôture. Le cimetière entourant SCP-1464 lui fournit des cadavres qu'il consomme par des bouches spécialisées mangeuses d'os dans ses pieds. Tant que des cadavres y sont présents, il devrait rester fonctionnel pendant plusieurs décennies. Si l'approvisionnement alimentaire est insuffisant, la Fondation fournit des cadavres ou des carcasses. Le corps cylindrique de SCP-1464 ressemble à un tronc d'arbre avec une cage thoracique élargie pour supporter son poids anormal. La couverture extérieure est de fait de callosités humaines aussi dures que de l'écorce. Les jambes de l'entité s'allongent et s'enfoncent dans le sol telles des racines. Le métabolisme de l'entité est très lent, lui permettant de survivre avec peu de nourriture. Ses bras sont recouverts de longs poils épais, ressemblant à des branches mais ne fonctionnant pas comme des membres d'arbres. Les mains sont couvertes de bouches qui semblent aider à la respiration. 2 trachées dans ses bras se connectent à d'énormes poumons, mais SCP-464 manque de corde vocale, donc il ne peut pas parler normalement. Ses yeux sont grands et injectés de sang situés sur la partie antérieure de son tronc, tandis qu'une bouche faciale est cousue avec un fil semblable à une vigne. SCP-1464 réagit aux stimuli environnementaux et peut ressentir de la douleur, notamment lorsque des termites creusent dans sa peau. Ses yeux suivent également le mouvement, montrant une sentience animalière de base. SCP-7464 communique lentement en raison de sa capacité limitée à produire du son. Des dispositifs d'enregistrement audio sont placés aux bouches des extrémités des bras de SCP-1464 pour détecter tout changement dans les vocalisations. Ces dispositifs aident à déterminer quels mots ou sons SCP-1464 essaie d'exprimer, bien qu'il soit difficile d'interpréter la signification. La communication de la créature peut être intermittente, avec des semaines ou des mois de silence en raison de sa douleur due à des dommages externes ou à des conditions internes comme des infestations de termites. Malgré ces difficultés de communication, la sapience de SCP-464 a été confirmée. Toutefois, l'ensemble de ses capacités cognitives est encore à l'étude. En 1965, SCP-1464 avait commencé à former des mots, articulant initialement « aidez-moi ». Cela a été suivi par un homme confirmant ses origines en tant que John Pereira. Des tests acides désoxyribonucléiques ont confirmé son identité. Les réponses émotionnelles de l'entité ont également été notées, en particulier lorsqu'elle a montré une tristesse en 1987 après qu'un oiseau a niché dans l'un de ses membres, suivi de son exhalation du mot « malédiction ». Depuis sa découverte, SCP-464 a régulièrement grandi, faisant pousser de nouveaux membres tandis que les plus anciens se détérioraient. Certains membres montraient des signes de gangrène et de décomposition pendant que de nouveaux membres continuaient à pousser. Son corps est devenu lentement plus semblable à une plante qu'à un humain, brouillant la ligne entre l'humain et la nature. L'enquête de la Fondation sur cette anomalie se poursuit, se concentrant sur la capacité de l'entité à communiquer, ses réponses émotionnelles et son lien avec l'intervention humaine dans la forêt amazonienne.